Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Je m'appelle Brendan Colzat, je suis chercheur qualifié ici à Louvain. Et c'est moi qui organise la session d'aujourd'hui qui s'intitule « Faut-il saboter les pipelines? Nouveaux contours de l'écologie politique radicale en Europe ». Alors, titre volontairement provocateur, bien sûr. Mais aussi une référence au livre d'Andreas Malm qui a été publié il y a un peu moins de 2 ans maintenant. Et pour la petite histoire, il se fait que quand j'étais en train de lire ce livre, j'ai rencontré plusieurs collègues qui sont représentés ici aujourd'hui et qui travaillaient toutes à leur manière sur appelons-le pour le moment, le tournant radical de l'écologie politique. Auquel appelle Malm dans son livre. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Malm souligne le manque de résultats finalement du mouvement environnemental ou des mouvements environnementaux depuis leur apparition et appelle le mouvement à se questionner finalement sur sa radicalité, appelle le mouvement à devenir plus radical pour obtenir plus de résultats. Je caricature et je simplifie complètement l'argument, mais on peut y revenir. Et donc, ça me paraissait intéressant, vu l'actualité aussi, de nous rassembler ici dans le cadre du GRIS pour un petit peu parler mais en fait, qu'est-ce qu'on observe dans ces nouveaux mouvements? Est-ce qu'ils sont nouveaux déjà? Je vais y revenir. Qu'est-ce que ça dit sur l'écologie politique? Est-ce que réellement on est dans dans quelque chose qui peut être un vecteur de transformation, parce que dans la littérature, on retrouve de plus en plus d'auteurs qui, effectivement, vu les limites de l'action publique pour l'environnement, vu les résultats, pour certains, mitigés, on voit dans l'action collective, finalement, un moyen de transformation, un vecteur de transformation. Non seulement parce que ces mouvements vont permettre de publiciser l'environnement, la question environnementale, la problématique environnementale, mais aussi et surtout parce que ces mouvements introduisent toute une série de nouvelles formes d'action, comme on l'a vu ces dernières années, comme l'occupation de l'espace public, comme le blocage d'activités extractives. En Belgique, on a Code Rouge qui s'inscrit dans cette mouvance de désobéissance civile, de recours plus massif aux tribunaux, etc., qui pourrait permettre à une transformation, qui pourrait ouvrir la voie à une transformation plus radicale. Et donc, j'ai voulu réunir nos 3 collègues ici aujourd'hui que je vais introduire dans un instant, et je leur ai demandé d'essayer, chacune au travers de différents mouvements, de répondre à 3 questions. La première, c'est la suivante. Est-ce que, finalement, on est face à quelque chose qui est nouveau? Est-ce qu'on voit ici un tournant dans l'écologie politique en Europe? On a, par le passé, souvent eu des nouveaux mouvements sociaux. Ça commence dans les années 60 avec les nouveaux mouvements sociaux. D'ailleurs, il y a une exposition ici dans le couloir sur le sujet, avec toute une série de mouvements, pas seulement environnementaux d'ailleurs, mais dans lequel le mouvement environnemental va se retrouver. Plus tard, on va voir dans les années fin des années 70, tout le mouvement post-matérialiste, la fameuse révolution silencieuse aussi présentée comme étant nouvelle. On va voir autour du tournant du siècle la frange plus conservatrice, disons, du mouvement qui va annoncer la mort de l'environnementalisme et appeler de ses voeux une forme de modernisme environnemental pour aussi renouveler le mouvement et pour aussi qui soulignait aussi le manque d'efficacité du mouvement, de la même manière qu'Andreas Malm, pas avec les mêmes solutions, bien sûr. On a vu avec l'émergence de la justice climatique, certains appelaient ça un nouveau cycle de lutte qui s'annonçait. Et donc on a, de par l'histoire du mouvement environnemental, souvent vu des nouvelles choses apparaître. Alors est-ce que c'est vraiment nouveau ou est-ce qu'on est plutôt dans une continuité?
Est-ce qu'on est dans un vent de fronde écologique, comme Sophie Delpha l'appelait dans un de ses articles parus récemment? Est-ce qu'on annonce là, pour parler aux marxistes, un nouveau matérialisme dans le mouvement? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rapport aux institutions. On voit que ces organisations, ces mouvements, ces collectifs ont des rapports différents aux institutions, entre ceux qui se retirent volontairement des pratiques démocratiques. On pourrait, par exemple, nommer la ZAD, on pourrait nommer un mouvement plus controversé, qui est celui des collapsologues, par exemple, alors que d'autres, et Greta Thunberg en est une très bonne représentante, tentent plutôt d'occuper le pouvoir, d'appeler le pouvoir public, l'État, à prendre ses responsabilités. Et donc, où est-ce qu'on se retrouve dans chacun des mouvements? Où est-ce que ces mouvements se retrouvent? Est-ce qu'ils sont dans l'un ou dans l'autre? Est-ce qu'ils sont plutôt dans une posture hybride, etc. Et enfin, la troisième chose, qui découle sans doute de ce deuxième point, c'est un potentiel fossé qu'on voit entre une approche qui serait, on pourrait l'appeler une nouvelle forme d'écocentrisme, une nouvelle écologie du vivant, finalement, qui s'intéresse à la nature, à la réinvention de la nature. On a souvent dit que la nature n'existait pas ou que la nature était morte pour finalement la voir réapparaître en force, ou ce qu'on appelle maintenant le monde non humain. Et de l'autre côté, on voit émerger en Europe, mais ça existe depuis très longtemps dans le reste du monde, une écologie, disons, plus populaire. Est-ce qu'il y a un fossé entre ces deux mondes-là? Et ça pose finalement la question de l'inclusivité de ces mouvements. Est-ce que ces mouvements représentent? Qu'est-ce que ces mouvements représentent? Qui est-ce qu'ils représentent dans la société? Quels intérêts est-ce qu'ils défendent? Etc., etc. Ça fait des grandes questions et vous répondrez à ça. Vous répondrez aux questions qui vous intéressent le plus, bien sûr. Alors, 3 collègues, comme je disais. Et on va commencer par toi, Fanny, c'est ça qu'on avait dit? Oui. Fanny Lajarte, qui est titulaire d'un doctorat en sciences à l'ULB, qui est toujours rattachée comme chercheuse à l'ULB d'ailleurs, et ses travaux portent sur la construction du mouvement de justice climatique en Europe, et en particulier sur le cas d'Ende Gelände en Allemagne, dont vous avez sûrement entendu parler. Fanny nous en parlera en détail dans un instant. On aura ensuite Sophie Delpha, qui est récemment arrivée chez nous, comme moi d'ailleurs, en communication, qui a passé un long moment à l'Université du Québec à Montréal, qui est professeure à l'école de communication, et qui nous introduira, elle, au soulèvement de la Terre. On a beaucoup parlé ces dernières années, depuis, entre autres, le cas de Sainte-Soline, bien sûr, des soulèvements de la Terre. Sophie va nous en parler. Et enfin, je ne dois plus introduire Louise Knops au public du GRIS, parce que je crois que Louise était présente dans les 3 derniers séminaires du GRIS. Mais Louise est chercheure postdoctorante à la VUB. Alors Louise a eu un petit empêchement de dernière minute et donc elle nous rejoint en ligne. Elle n'introduira pas un 3e cas, mais elle s'est plutôt proposée de discuter l'intervention des 2 premières intervenantes, et puis on aura de la place pour discuter de tout ça. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais donner la parole à Fanny. Merci. Merci déjà pour l'invitation et puis merci à toutes et tous de vous être déplacés. Donc voilà, moi je m'appelle Fanny et comme Brendan vous l'a dit, moi j'ai défendu ma thèse l'an dernier qui portait sur le mouvement de justice climatique en Europe. Et je précise en Europe parce que je vais me focaliser vraiment au niveau européen aujourd'hui, sachant que ce que je vais dire n'est pas forcément valable pour d'autres régions du monde.
Et plus précisément, je me suis intéressée à sa frange radicale ou grassroots. Moi, je préfère le terme grassroots, d'abord parce que c'est celui qui est utilisé par les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup plus que le terme radical. Qu'est-ce que ça veut dire être une organisation ou une activiste grassroots? Ça veut dire qu'en général, on va préférer des formes de changement social par le bas. Par le bas, c'est-à-dire en essayant d'impliquer directement les populations directement concernées par un conflit, par un enjeu. Et donc, c'est une forme de changement social qui est plutôt bottom-up, qui en fait se distingue par exemple des changements sociaux par le haut, c'est-à-dire en s'adressant aux institutions. Déjà, ça vous donne une première idée du rapport aux institutions. Cette approche du changement social, elle s'incarne dans des pratiques démocratiques alternatives qui sont mises en place au niveau de l'organisation de l'activiste individuel ou du mouvement social. Et l'une des idées principales de l'activisme grassroots, c'est aussi qu'on essaye d'incarner dans ce qu'on organise et ce qu'on fait, la manière dont on se mobilise et la manière dont on s'organise, on essaye d'incarner les idéaux qu'on défend. Donc il n'y a vraiment pas de distinction entre ce qu'on défend et ce qu'on essaye de faire. Et ça, ce sera important de le retenir parce que ça influence en fait les décisions qu'on peut opérer en termes tactiques, donc des manières qu'on choisit pour se mobiliser. Cet activisme grassroots, il est aussi, pour les raisons que je viens d'expliquer, souvent associé à l'action directe. C'est-à-dire que souvent, l'activisme grassroots se tourne plutôt vers des tactiques de protestation qui relèvent de l'action directe. Bon, l'action directe, c'est pas facile à définir, mais ça vient des milieux anarchistes et autonomes. Et en gros, l'idée, c'est que on va agir par soi-même, c'est-à-dire pas par le biais d'intermédiaires, et ça se distingue de l'action indirecte qui, par exemple, s'incarne dans le lobbying où on passe par un intermédiaire, quoi. Donc, ce que je vais vous raconter, ça se fonde sur une ethnographie, donc de l'observation participante, une ethnographie engagée que j'ai faite entre 2017 et 2021. Bon, ça a peut-être commencé en 2016, ça a peut-être terminé en 2022. C'est pas toujours facile de savoir quand on commence et quand on finit le terrain, mais toujours est-il que cette ethnographie était engagée dans le sens où je suis à la fois chercheuse et activiste, même si aujourd'hui je vous parle en tant que chercheuse. J'ai côtoyé de multiples groupes pendant ces 4 années, mais c'est vrai que j'ai fait partie vraiment de l'organisation de 2 groupes, donc Ende Gelände en Allemagne qui bloque des mines de charbon depuis 2014 et Climate Justice Camp Belgium en Belgique qui a organisé plusieurs camps pour la justice climatique 3 années consécutives. Donc, quand je dis que je me suis déplacée dans divers endroits, c'est-à-dire que oui, bien sûr, j'ai participé à des actions de plus ou moins grande ampleur, mais j'ai surtout participé à beaucoup de réunions, parce que s'il y a bien quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on n'est pas activiste, c'est que la plupart des activistes passent plus de temps en réunion que dans les rues. Je suis aussi allée dans des festivals militants, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des documentaires, etc. Et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ça vient de là. Je vais rester à un niveau assez général aujourd'hui parce que, comme je vous le dis, j'ai rencontré, en fait, surtout via Ende Gelände, beaucoup de groupes d'activistes des 4 coins d'Europe, et je vais essayer d'analyser à partir des similitudes que j'ai pu voir qui circulaient en fait entre ces différents types d'organisations. Donc, je vais tout de suite vous donner les 3 conclusions de ma présentation, comme ça vous pouvez vous endormir après. Le premier message que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le recours à l'action directe dans le cadre des luttes environnementales n'a absolument rien de novateur. Le deuxième message que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le fait d'analyser le problème climatique sous un angle de justice contribue à justifier le recours à l'action directe. Et le troisième message, et ça répond plutôt au titre du séminaire et au bouquin d'Andreas Malm, c'est que le non-recours au sabotage n'est pas forcément un signe d'inaction militante. Donc, le recours à l'action directe environnementale n'a rien de novateur. Donc, c'est vrai que dans un contexte de forte mobilisation climatique et de forte attention médiatique aux enjeux climatiques ces dernières années, que ce soit par le biais de blocage de routes ou de mines, que ce soit par le biais de jetés de peinture ou de soupe sur des œuvres, de décrochage de tableaux, enfin bon, bref, vous voyez de quoi je parle. Ça a fait dire à un certain nombre d'observateurs et d'observatrices qu'on assistait à une vague sans précédent de
merci, de désobéissance climatique ou une nouvelle vague de résistance environnementale, ça dépend des auteurs et des autrices. Et là, je parle à la fois des journalistes, des académiques, des activistes elles-mêmes des fois, donc ça, voilà. Et dans cette idée, le recours à la désobéissance civile est souvent qualifié d'innovation stratégique. Le principal problème que je vois avec cette approche et ce genre de commentaires, c'est que je trouve que ça a tendance à complètement invisibiliser l'histoire des mouvements sociaux et à complètement délégitimer les efforts produits par des activistes dans des cycles de mobilisation et de latence précédentes. C'est-à-dire que si on fait vraiment l'effort de resituer les événements actuels dans leur histoire, on se rend compte rapidement qu'il y a une certaine forme de continuité et ça remet en cause cette supposée innovation stratégique qu'on verrait aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du mouvement de justice climatique et sa France grassroots, je vais revenir un petit peu sur son histoire pour vous montrer que en fait, l'action directe fait vraiment partie de son ADN, quoi. Donc, à la fin des années 2000, et particulièrement après l'échec du sommet de Copenhague, certains activistes qui étaient issus soit du mouvement altermondialiste, soit du mouvement environnemental, voire même du mouvement climatique, se sont dit, nous, on veut se distinguer en fait du mouvement climatique traditionnel qui, en général, renvoie aux grosses associations environnementales qui vont négocier à la COP. Et donc, ils ont créé en fait cette espèce de frange radicale du mouvement climatique. En tout cas, c'était leur volonté. Cette frange a été qualifiée de radicale, à la fois par les activistes, mais aussi par les observateurs et observatrices, en raison de deux raisons, oui, soit principales. Donc, la première, c'était que, en fait, ce mouvement voulait complètement se distinguer des tactiques de lobbying qui étaient vraiment fondamentales pour le mouvement climatique jusqu'ici, en ayant d'abord recours à l'action directe. Notamment en raison d'une forte méfiance envers la capacité des institutions politiques à prendre sérieusement en charge et au sérieux la problématique climatique, mais aussi suite au sommet de Copenhague, où, je vous le rappelle, ça a été un échec total et ça a créé vraiment une espèce de gueule de bois sur le mouvement climatique dans son ensemble. Ce mouvement a été aussi qualifié de radical parce qu'il avait pour première ambition de proposer une lecture alternative du problème climatique, c'est-à-dire qu'à l'époque, on était vraiment très focalisé sur la question des émissions à effet de serre, de leur réduction, des budgets carbone, donc on était vraiment dans des débats assez techniques en soi. Et leur volonté, c'était vraiment de proposer une lecture alternative du problème climatique, et je reviendrai sur cette lecture alternative dans ma deuxième partie. Tout ça pour dire que cette frange radicale n'est pas sortie de nulle part, pour deux raisons principales. Un, parce qu'elle a été influencée par des mouvements qui eux-mêmes ont recours à l'action directe. Deux, parce qu'il y a une longue tradition d'action directe environnementale. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu à la fois des processus de diffusion de l'action directe en s'inspirant d'autres mouvements, mais aussi en s'inspirant de sa propre histoire. Donc l'influence du mouvement altermondialiste a été particulièrement forte dans un contexte, particulièrement après Copenhague, dans un contexte où le mouvement altermondialiste commençait vraiment à s'essouffler, quoi. Et donc, les parallèles il y a de forts parallèles avec l'intermondialisme qui ont été construits de plusieurs façons. D'abord en montrant que le changement climatique était la cause et le symptôme de plus grands problèmes systémiques. Mais aussi, les parallèles ont été construits en reprenant à leur propre compte des éléments tactiques du répertoire de l'altermondialisme, c'est-à-dire les manifestations en marge des sommets, un petit peu des black blocs aussi, des actions de blocage, etc., qui étaient vraiment très utilisées dans le cadre des mobilisations altermondialistes. La deuxième chose, c'est que, comme Brendan l'a quand même un petit peu souligné dans son introduction, c'est qu'on a quand même une longue tradition d'action directe environnementale, notamment depuis la fin des années 70. Donc, on peut penser à Greenpeace, notamment à ses débuts, à Sea Shepherd, à Us First, mais aussi on peut penser à des exemples qui sont peut-être un peu plus proches de nous, enfin ça se discute, le mouvement anti-OGM, le mouvement anti-nucléaire, enfin bon bref, tous ces mouvements-là, en fait, utilisaient l'action directe, quoi. Mais c'est vrai que quand
quand en fait, j'ai assisté à plein de séminaires qui étaient donnés par des activistes. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir la façon dont ces personnes-là racontaient leur histoire. Et c'est vrai que le mouvement altermondialiste était toujours cité, mais aussi le mouvement d'action directe environnementale britannique. Donc, on a eu vraiment une influence, apparemment, du Royaume-Uni, en tout cas dans les phases d'émergence, même si le Royaume-Uni a toujours une forte influence, même si l'Allemagne commence... Enfin bon, bref, il y a des débats. Toujours pour dire qu'il y a une longue tradition d'action directe au Royaume-Uni, d'action directe environnementale, et elle s'est incarnée dans plein de mouvements et de types d'actions différentes. On a eu notamment des blocages de routes pour stopper des projets de construction routiers au Royaume-Uni. On a eu surtout et peut-être des camps climat, des camps d'action climatique, où en fait l'idée c'était d'organiser des grands camps entre 2006 et 2010, où en fait, on disait à tout le monde venez faire du camping, et bien sûr le camping c'est à côté d'une grosse centrale. Qu'est-ce qui va arriver? On va bloquer la centrale. Donc, et ça, en fait, ça a été vraiment important parce qu'en fait, il y a des activistes de toute l'Europe qui sont venus à ces camps et qui se sont dit, waouh, c'est génial, il faut qu'on fasse ça chez nous. Et en fait, ça permet la diffusion, en fait, de ce type d'action dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui, dans une deuxième phase, est devenue l'influence un peu numéro 1, notamment avec le Rotterdam de Gelände, qui a organisé des blocages de plusieurs milliers de personnes dans des centrales. Et de la même façon, des activistes sont venus participer à Ende Gelände et se sont dit ouais, c'est génial, il faut qu'on le fasse chez nous. Et en fait, tout ça pour dire qu'il y a des processus de diffusion et que en fait, l'action directe, elle fait vraiment partie de l'ADN de la frange Grassroots du mouvement climatique. Et que donc dire qu'aujourd'hui, on fait face à une nouvelle vague, je trouve ça un peu dangereux. On arrive à la deuxième partie. Ça n'est bon. La deuxième partie, donc, elle tourne autour du fait qu'il y a un lien entre le cadrage, donc la façon dont on présente un problème public, et les tactiques. Je m'entends là. Je ne sais pas. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Peut-être qu'il faut le mettre en muet. Ah non, c'est bon. C'est bon. Donc, le fait d'analyser la question climatique sous un prisme de justice, ça contribue à expliquer le recours à l'action directe. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'analyser la question climatique sous un prisme de justice? Bon, je vous le dis tout de suite en mille, il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une réponse toute faite, tout simplement parce qu'il n'y a pas de définition au sein même des cercles militants sur qu'est-ce que ça veut dire la justice climatique. C'est-à-dire que dans la plupart des organisations que j'ai rencontrées, en fait, très rares sont celles qui prennent vraiment l'effort, qui font vraiment l'effort de définir ce qu'elles entendent par justice climatique. Et quand bien même elles le font, souvent cette diffusion, elle évolue. Donc pour la chercheuse, la question se pose de quelle définition je garde. Il y a aussi un autre problème pour définir la justice climatique, c'est que souvent on voit une différence de compréhension entre le niveau individuel, donc le niveau d'une activiste, le niveau de l'organisation et le niveau du mouvement. C'est-à-dire que si on met 12 activistes belges dans une pièce et qu'on leur demande qu'est-ce que vous entendez par justice climatique, très probable, à part si les personnes se sont briefées avant, que vous ayez 12 réponses différentes. Bon. Ceci dit, quand même, les activistes et les organisations se parlent entre elles, et comme elles se parlent entre elles, elles essayent de se coordonner, elles essayent de coordonner leurs messages dans un souci notamment de légitimité. Et ces processus de coordination, ça fait qu'il y a certaines compréhensions de la justice climatique qui sont sans doute plus populaires, en tout cas au niveau européen, que d'autres. Et moi, celle qui a été vraiment centrale dans ces années-là, donc je vous rappelle 2016-2022 pour aller vite, c'était que cette vision s'articulait vraiment autour d'une critique systémique du changement climatique et de ses impacts négatifs, c'est-à-dire que c'était une analyse qui s'articulait autour des liens entre changement climatique et domination structurelle, c'est-à-dire capitalisme, patriarcat, colonialisme. Donc, pour vous donner des exemples, ce serait trop compliqué, je ne vais pas vous refaire qu'est-ce que c'est que les liens entre capitalisme et changement climatique, sinon on dort ici. Mais toujours est-il qu'en gros, l'idée principale que les activistes défendent, c'est que les impératifs d'accumulation du capital sont incompatibles avec les limites de la planète, que le capitalisme vert qui s'incarne dans une monétisation des enjeux écologiques est une fausse solution, et que la mondialisation néolibérale crée un certain nombre d'inégalités qui sont renforcées par le changement climatique.
Le colonialisme, lui, repose sur une surexploitation des personnes et des ressources du Sud global. Il a également contribué à une augmentation vive des distances de production et donc à une augmentation des gaz à effet de serre. Et les liens entre changement climatique et colonialisme s'articulent aussi de l'idée de la dette climatique que vous connaissez sûrement tous et tous. Enfin, voilà, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est l'idée que les États du Nord global ont une dette envers les États du Sud global en raison du rôle qu'ils ont eu depuis la révolution industrielle dans les problèmes climatiques. Et pour ce qui est des liens entre patriarcat et changement climatique, ça a été vraiment très influencé, notamment par les mouvements écoféministes, pas du tout économistes. Et l'idée principale, c'est de dire que, en gros, le patriarcat est aussi à la source d'une vision de l'exploitation et aussi de l'objectification tant des femmes que de la nature, de ce qui est vu comme naturel. Dans tous les cas, l'analyse, c'est que ces systèmes de domination, ils produisent une hiérarchie entre des groupes sociaux. Et c'est cette hiérarchie, en fait, et ces injustices que ces systèmes-là créent, ça crée ce qu'on pourrait appeler des injustices climatiques. Ces injustices climatiques, elles se manifestent de plusieurs façons, notamment via une vulnérabilité, une exposition accrue aux impacts négatifs des changements climatiques, aussi un accès limité aux mesures d'assistance en cas de catastrophe, comme l'inondation, etc. Et évidemment, les groupes minorisés sont beaucoup plus susceptibles d'être exposés de manière négative aux impacts négatifs des changements climatiques. Et donc, quand je parle de groupes minorisés, je parle des minorités raciales et ethniques, des personnes en situation de handicap, des personnes queer et des femmes. Bref, tout ce qui n'est pas un homme cisgenre blanc, quoi. En gros, pour aller vite, quoi. Une critique aussi centrale des injustices climatiques et qui permet de construire le discours de la justice climatique, c'est autour des politiques publiques et autour du fait que les politiques publiques prennent rarement en compte, voire jamais, les inégalités sociales lorsqu'elles sont formulées. Notamment quand le prix de l'énergie augmente pour essayer de limiter la consommation d'énergie, #Gilets jaunes. Donc ce manque donc selon les personnes que j'ai rencontrées, ce manque d'intégration des inégalités sociales dans les politiques publiques, elle est avant tout liée au fait que ces groupes sociaux défavorisés, minorisés, n'ont pratiquement pas d'accès à ces institutions-là, donc n'ont pas leur mot à dire. Donc, les aspects importants du discours autour des inégalités climatiques consistent donc à montrer que les institutions et leurs politiques en matière de lutte et d'adaptation au changement climatique créent de nouvelles inégalités. Donc dans ce contexte, en fait, on comprend mieux les raisons pour lesquelles ces groupes-là, ils préfèrent pas s'adresser aux institutions, quoi. La méfiance des institutions, la non prise en compte des inégalités sociales dans la formulation des politiques publiques, la répression et la criminalisation croissante de l'activisme environnemental, ce sont toutes des raisons qui contribuent au fait qu'on va plutôt choisir des tactiques de protestation qui sont peu ou pas orientées vers les changements institutionnels. Si c'est le système, en fait, capitaliste, patriarcal et colonialiste qu'il faut abattre, et que les institutions politiques sont non seulement ancrées dans ce système, mais en sont aussi complices, alors pourquoi s'adresser à elles ? On arrive au troisième message, et je vais accélérer la cadence, peut-être, ou peut-être pas. Donc le choix du non-recours au sabotage ne reflète pas une forme d'inaction militante. Donc dans son ouvrage à succès, qui a donc donné le titre de ce séminaire, Andreas Malm, il regrette que le mouvement climatique n'ait pas recours au sabotage. Bon, déjà, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai rencontré plein de groupes qui pratiquaient le sabotage. C'est juste qu'en général, ces groupes-là, pour des raisons que je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, ils le font pas de manière publique, hein. Ils essayent de le faire de manière assez discrète. Donc, déjà, dire qu'ils n'existent pas, je trouve ça assez violent, mais soit.
Donc pour lui, le non-recours au sabotage reflète une forme d'inaction au sein du monde militant qui est liée à un attachement, à une non-violence absolue. Là, je le cite, hein, littéralement, je peux vous donner les pages. C'est pas exactement non vrai. C'est pas exactement vrai non plus. C'est pas totalement faux, mais c'est pas vrai. Certaines organisations, effectivement, comme Extinction Rebellion, sont vraiment attachées à une non-violence absolue et d'ailleurs font l'objet de critiques au sein même du mouvement pour cet attachement absolu à la non-violence. Mais ce n'est pas le cas de toutes les autres, en fait. Ce n'est pas parce qu'une organisation se positionne comme telle que ça représente l'ensemble du mouvement. Et d'ailleurs, dans son livre, il fait des pages et des tartines sur Extinction Rebellion comme si c'était la seule organisation, en fait, qui existe. Je trouve aussi un peu violent. Si je prends l'exemple d'Anne de Golende, dont j'ai fait partie, Anne de Golende pratique explicitement la désobéissance civile, pas la désobéissance civile non violente. Je vous mets au défi d'aller sur son site internet et de voir une seule référence à la non-violence. Je vous le dis en mille, il n'y en a pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et ça c'est une espèce de règle qui existe dans les milieux radicaux allemands, c'est qu'on ne parle pas de non-violence, parce qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on ouvrait le débat, ça créait que des conflits. Ça n'amenait absolument rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de définition militante de ce qui est violent ou ce qui est non violent. C'est-à-dire que même avec Sophie, si on commence à discuter de ce que toi tu trouves violent ou ce que moi je trouve violent, probablement on ne va pas être d'accord. Donc en fait, à quoi bon avoir ce débat? Parce que la violence, c'est un débat qui est subjectif. Maintenant, on peut avoir tout à fait des débats au niveau des tactiques, où on n'est pas obligé de passer par un débat autour de la violence ou de la non-violence pour s'épargner des conflits qui ne sont pas obligatoires quand déjà on est quand même très minoritaire dans la population. J'aimerais bien savoir quel est le pourcentage d'activistes par rapport aux personnes qui ne le sont pas. Mais quand on est 0,001%, quand on commence à s'engueuler sur des trucs qui sont, à mon avis, pas importants, je peux comprendre qu'on préfère ne pas ouvrir le débat. Il déclare ensuite, notre petit Andreas, que le refus du sabotage est lié à un pacifisme moral ou stratégique. Je ne sais pas d'où il sort ça, mais toujours est-il, soit. Moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas dans mon enquête de terrain, c'est que lorsque les organisations, parce que je ne connais pas une seule organisation qui n'a pas un jour pas discuté du sabotage. Je veux dire, ça arrive forcément, surtout dans le climat actuel, etc. Enfin, je veux dire, c'est discuté. Maintenant, pourquoi certaines organisations comme Anne de Golende décident sciemment de ne pas se tourner vers le sabotage et de rester sur la désobéissance civile, c'est que derrière, il y a vraiment une volonté d'ouvrir la participation politique à un ensemble de personnes et particulièrement à des personnes issues de groupes minorisés. Discours des injustices climatiques, ce serait bien que les personnes directement concernées fassent partie du mouvement, si elles ne le font pas déjà. Il est déjà très difficile de proposer des actions de désobéissance civile qui sont inclusives. Je veux dire, rares sont les actions de blocage, par exemple, auxquelles j'ai pu participer, à faire l'effort de rendre l'action accessible pour une personne en chaise roulante. Donc, il faudra m'expliquer comment on organise une action de sabotage qui a lieu la nuit, qui en général va très vite. Une action de sabotage, en général, c'est pas plus de 5 minutes. Donc, pour vous donner une idée. Comment on fait en sorte que cette personne, elle puisse participer? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas la réponse, mais toujours est-il que c'est compliqué. Enfin, ça me paraît compliqué. Et aussi, une des critiques que j'ai pu observer moi-même, et qui est aussi discutée dans le mouvement, c'est qu'il faut quand même constater que le recours au sabotage, pour ces raisons de potentielle non-inclusivité, elle est souvent défendue par des hommes blancs cisgenres valides. C'est eux qui sont là, il faut faire du sabotage, etc. Selon une logique d'héroïsme machisme, c'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est que l'action la plus dangereuse est toujours la meilleure, peu importe nos objectifs. C'est vrai que l'atmosphère machiste qui imprègne l'action directe, elle est là et elle est discutée au sein des mouvements. Donc, pour certains de mes enquêtés, par exemple, il existe vraiment un fort lien entre l'action directe orientée vers la confrontation et une espèce de culture viriliste, de la performance, du danger, du risque, tout ça, quoi. Donc, cette culture viriliste, elle contribue souvent à justifier la recherche du risque, à invisibiliser les émotions et la peur qui peuvent être ressenties dans le cadre de ce genre d'action, et à très peu prendre en compte les risques réels qui existent en termes de burn-out militant. Une autre critique au sujet de
ça, de la potentielle non-inclusivité de l'action directe, et particulièrement du sabotage, elle s'articule autour de la dimension raciale de la répression. Souvent, ces actions sont, y compris au sein d'Endogelen 2, je veux dire, voilà, c'est partout pareil. Il y a un manque d'analyse, en fait, quand on élabore une tactique sur l'arrestabilité des participants, c'est-à-dire sur vraiment la dimension raciale de la répression. Et il y a souvent un espèce d'oubli que les personnes racisées font quand même si n'importe quel activiste peut subir la répression, un activiste blanc ne va pas subir de profilage racial, va probablement être moins maltraité en garde à vue. Enfin, il y a quand même s'il n'y a pas de statistiques raciales en termes de répression en Belgique, par exemple, ou en Allemagne, parce que c'est interdit. Si on regarde les statistiques au Royaume-Uni, qui est en gros le seul pays qui les autorise, on voit qu'il y a vraiment une différence de traitement de la part de la police envers les personnes racisées. Donc, dans ce contexte, on comprend mieux, enfin je crois, enfin j'espère que c'est convaincant, les raisons pour lesquelles certaines organisations préfèrent rester sur des actions, comme elles disent, à bas seuil, c'est-à-dire avec un degré juridique, de risque juridique le plus bas possible, en fait, tout en faisant de l'action directe, mais quand même en essayant de ne pas mettre trop en danger les participantes et les participants. Parce que je ne suis pas juriste, mais je pense que le coût répressif pour la participation à une action de plusieurs milliers de personnes, où on fait un sit-in, n'est pas tout à fait le même que si on est 5 et qu'on a immobilisé une centrale pendant 10 jours. Je ne suis pas juriste, mais voilà. Et il y a aussi d'autres raisons, et je me dépêche parce que là, je vois que ça fait trop longtemps déjà. C'est qu'il y a aussi des raisons stratégiques. Ça, c'est la raison principale, je dirais. Mais il y a aussi des raisons stratégiques qui font que certaines organisations n'ont pas recours au sabotage. D'abord, il y a une affinité technique, une affinité tactique, c'est-à-dire que parfois, on aime bien organiser un genre d'action, quoi. Et voilà, et ça suffit à justifier le fait qu'on organise ce genre d'action. Parfois, on est même très attaché. Quand pour Endogelen 2, ça fait depuis 2014 que ces actions sont organisées, on peut comprendre que les personnes elles soient attachées. En fait, ça fait partie de leur identité. Ça peut être plus difficile de changer de tactique. Après, il y a aussi un savoir-faire tactique qui est développé au fil des années. Quand ça fait plusieurs années que vous organisez un genre d'action, fatalement, vous devenez meilleur. Enfin, je veux dire, meilleur, vous comprenez ce que je veux dire. Vous développez des compétences et on peut comprendre que ça vous fait un petit peu peur ou que vous n'ayez pas forcément envie de devoir changer complètement de tactique et donc apprendre, en fait, parce que en fait, il faut apprendre à faire ce genre de choses. Et la dernière chose, et je pense que c'est aussi une raison tactique importante, c'est qu'en fait, les organisations, elles réfléchissent. Je veux dire, elles réfléchissent à pourquoi on fait ça, quel impact on a, etc. Machin, elles sont pas bêtes. Elles ont tout à fait conscience de la place qu'elles ont dans l'écosystème militant. Elles ont tout à fait conscience, par exemple, si je prends Endogelen 2 a tout à fait conscience que son rôle, c'est de faire venir dans des actions de désobéissance civile des personnes qui ne l'ont pas fait avant. C'est ça leur rôle principal. C'est aussi d'attirer la visibilité médiatique sur un conflit local par le biais d'images spectaculaires filmées au drone, etc. Et ça, elles le savent. Maintenant, je veux dire, c'est pas parce qu'elles choisissent d'avoir recours à ce genre d'action qu'elles condamnent d'autres formes d'action. Endogelen 2 a tout à fait conscience. En fait, Endogelen 2 voit ces actions comme complémentaires à la fois au travail des ONG, mais à la fois aux groupes affinitaires qui organisent du sabotage. D'ailleurs, Endogelen 2 a officiellement soutenu publiquement des organisations qui faisaient du sabotage. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas soi-même qu'on est contre le sabotage. C'était ça l'idée. Bon, en conclusion, la conclusion va être très courte. À la fin de son bouquin, mon ami Andreas, il se demande quelle est la meilleure tactique. Voilà. Ça, c'est vraiment la question à 3 000 €, quoi. Et on voit bien qu'il est géographe parce que s'il avait fait l'effort d'aller voir un peu du côté de la sociologie des mouvements sociaux, il se serait rendu compte qu'en fait, il y a des recherches là-dessus. Et qu'en fait, ces recherches, elles ont plutôt tendance à démontrer que le déploiement de multiples tactiques de manière simultanée
qui vont du lobbying au sabotage, en passant par les actions de désobéissance civile. C'était ça, c'était la complémentarité des tactiques, en fait. Et c'est ça qui garantirait le succès des mouvements sociaux. Et ça, on a beaucoup de recherches, je peux vous donner des références si vous voulez. Par contre, après ça, il faut bien être conscient qu'il y a quand même des tactiques qui sont meilleures pour remplir certains objectifs. C'est vrai que si votre objectif numéro 1, c'est d'attirer le plus de monde possible, alors effectivement, il faut peut-être rester sur une manif. Effectivement. Si votre objectif numéro 1, c'est vraiment d'arrêter la centrale, alors oui, peut-être que le sabotage, c'est la technique qui vous signe le mieux. Mais dans tous les cas, et c'est sans doute l'une des grandes leçons que j'ai tirées de mon enquête de terrain, c'est qu'il faut toujours se rappeler, lorsqu'on choisit une tactique, que le militantisme, dans tous les cas, a un coût humain, émotionnel, parfois financier, non négligeable, et que le risque de burn-out de militants doit vraiment, vraiment être pris en compte quand on choisit sa tactique. Voilà. Merci, Annie. Sophie, J'enchaîne tout de suite. T'enchaînes ? Ok. Tant qu'en plus sur le burn-out militant, en plus, moi je suis un peu là à la limite de mes capacités, de ce que je peux faire. Donc avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, je vais vous parler des soulèvements de la Terre. Donc vraiment, juste comme ça, qui n'a jamais entendu parler des soulèvements de la Terre ? Ok, donc je vais en fait dans cette intervention essayer de poser la question en fait si ce mouvement dessine de nouveaux contours de l'écologie politique dite radicale et si oui comment. Donc en fait un peu comme Fanny, moi je préfère dire dite radicale parce que les militantes et militants n'emploient pas nécessairement ce terme et de plus. Les soulèvements de la Terre ont plutôt tendance à parler d'eux-mêmes en tant que mouvement issu de la mouvance autonome et de s'ancrer aussi dans la mouvance anarchiste. Et je vais revenir un peu sur l'historique tout à l'heure. Et de plus, le terme radical est quand même particulièrement repris par le pouvoir politique afin de stigmatiser les activistes et les retrancher en fait dans la violence de ce que représente le fait d'être radical. Donc notamment avec toute la mention de l'écoterrorisme, du terrorisme intellectuel que le ministre de l'Intérieur, voilà tout le discours en fait du terrorisme qui se met autour de ce mouvement-là. Donc voilà, comme toi, je trouve que le terme même de radicalité doit être utilisé de manière un peu avec attention. Donc comment je vais organiser cette intervention? Donc je vais revenir tout d'abord sur l'historique en fait des soulèvements de la Terre et les traditions de lutte en fait dans lesquelles le mouvement se situe parce que c'est assez important en fait pour comprendre justement les tactiques, les modalités d'action et son rapport à l'État. Donc je vais répondre un peu aux questions que tu posais à travers un peu toute la présentation. Et ensuite, je vais essayer de décrire plus spécifiquement son fonctionnement, ses fondements politiques et aussi sa conception de l'écologie, parce que ça, c'est très important, dans le sens où les soulèvements de la Terre ne parlent pas de climat. Donc ça, c'est peut-être aussi relativement nouveau, si on peut parler de nouveauté dans un mouvement écologique. Et enfin, j'essaierai un peu d'analyser réflexivement toute cette question en montrant aussi qu'est-ce que c'est qui est radical. Et tout de suite de vous dire que en fait ce qui est en tout cas particulièrement original au sein des soulèvements de la Terre, c'est qu'il y a une complémentarité entre la lutte et aussi la création de formes de vie alternatives, autonomes et non capitalistes. Donc les soulèvements de la Terre se situent aussi dans cette complémentarité, donc de déployer des modes d'action qui visent à agir sur des situations, mais aussi en amont de réfléchir à la manière dont on peut créer aussi de nouvelles formes de vie, de rapports au vivant, etc. Et ensuite, peut-être dans la discussion, réfléchir ensemble aussi aux échos des soulèvements de la Terre à l'international aujourd'hui. Donc avant de rentrer là-dedans, je vais quand même un peu rapidement me présenter. Donc comme Brennan l'a dit, je suis prof à l'UC Louvain à l'école de communication. Je m'intéresse aux pratiques de résistance en tentant de comprendre en fait les logiques communicationnelles et organisationnelles des pratiques de résistance, avec un focus en fait sur les mouvements écologistes qu'on dit radicaux. Donc comme tu l'as dit aussi, j'ai passé du temps au Québec où j'ai milité aussi longtemps contre un projet de
de gaz naturel liquéfié. Donc, je suis d'origine française, d'où mon attachement aussi avec les soulèvements de la terre et ce qui se passe en France. Et comme Fanny, je mobilise ce qu'on appelle l'ethnographie engagée, donc qui est toujours assez complexe en fait et qui fait qu'on a toujours cette double posture qui nous met dans une situation pas toujours facile, notamment en ce qui concerne ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dévoiler par rapport à ce qu'on assiste, ce qu'on peut dire dans toutes les réunions en effet qu'on fait. Et donc, par exemple, en Belgique, moi, je me mobilise au sein du comité local des soulèvements de la terre et aussi dans le réseau Occupant le terrain. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment parlé de cette double posture de chercheuse et de militante dans des collectifs en lutte. Et je voudrais quand même aussi remercier et puis reconnaître, en fait, l'apport de tous les camarades, en fait, de lutte qui sont toujours, des personnes qui vont enrichir aussi les réflexions. Donc, reconnaître aussi la présence. Je sais qu'il y en a il y en a en ligne et aussi dans la salle. Donc, voilà, merci aussi de l'apport aussi que toutes ces collaborations peuvent fournir dans la réflexion. Donc, pour revenir à l'historique des soulèvements de la terre, donc peut-être alors je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le mouvement en tant que tel, mais les soulèvements de la terre donc sont nés en 2021. Suite à un appel lancé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes dans la lignée du mouvement des Gilets jaunes. Donc, pour rappel, la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a duré de 2009 à 2018 et c'est au cours de cette lutte que s'est créée donc la zone à défendre, qui est une zone vraiment d'expérimentation anticapitaliste et anti-autoritaire, qui propose une nouvelle façon d'habiter le territoire et de faire société. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2018, la ZAD n'a pas disparu, mais et elle est encore très active. Et ce n'est pas anodin, en fait, que les personnes qui sont à la ZAD ont créé les soulèvements de la terre. Et c'est très important dans le fait où ça va résonner, en fait, avec leur manière, leur vision autonome des mouvements, du mouvement qu'ils sont en train de construire. Et il faut vraiment comprendre que les soulèvements de la terre, donc, sont issus d'une véritable culture de lutte commune qui est difficilement reproductible dans un certain sens, parce que les personnes, le noyau dur des soulèvements de la terre ont vraiment 15 ans d'histoire de lutte commune. Et en ça fait en sorte que ça les soude. Et ça leur permet aussi de déployer en fait tout l'arsenal aussi qu'ils avaient mis en place contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui, je le rappelle, avait été une lutte victorieuse. Et du coup, à pérenniser aussi le mouvement social dans une forme de vie particulière. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant en fait dans les soulèvements de la terre. Et donc voilà, le fait que ça soit issu de la ZAD, ça va vraiment teinter la manière dont ils vont penser leurs modalités d'action, leurs discours, leurs textes, etc. Et pour la ZAD, il y a aussi tout le mouvement appelliste. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec le Comité Invisible. Donc toute cette mouvance intellectuelle anarchiste qui a produit beaucoup de textes d'appel, encore une fois basés sur l'autonomie et vraiment l'autodétermination, la reprise aussi des terres par les communautés locales. Et tout ça, ça fait que les soulèvements de la terre sont ancrés aussi dans une mouvance intellectuelle forte. Et ça, c'est reproché aussi au mouvement d'une certaine manière, leur côté un peu intello. Des fois, il y a des textes des soulèvements de la terre, ils vont parler de leur enveloppe charnelle. C'est pas nécessairement des termes qui parlent à tout le monde. Donc ça, c'est peut-être aussi, j'y reviendrai, mais une limite aussi de ce mouvement. Alors, de par cet ancrage historique, les soulèvements de la terre se mobilisent exclusivement dans les luttes paysannes et les luttes de territoire. Et d'ailleurs, ils se revendiquent aussi comme porteurs de la tradition des luttes paysannes françaises des années 60 et 70. En effet, dans ces années-là, il y a tout un mouvement paysan qui s'est soulevé et qui, justement, déployait notamment le sabotage, faisait beaucoup d'émeutes. En ce sens-là, ce que proposent les soulèvements de la terre, pour eux, c'est pas nécessairement nouveau parce qu'ils tentent en fait de réanimer cette tradition des luttes paysannes.
Voilà, donc ça c'était un peu pour ancrer ça dans une sorte d'historicisation un peu des mouvements. Donc en ce sens, voilà, est-ce qu'on peut parler de nouveautés? Disons qu'il y a quelques éléments en fait qui viennent se rassembler et qui en font quelque chose de relativement nouveau, mais qui sont quand même pareil issus de différentes traditions issues vraiment des luttes paysannes. Donc les soulèvements de la terre dernièrement, donc ils existent depuis 2021, mais ils se sont fait particulièrement connaître, donc comme tu l'as dit, suite à la manifestation de Sainte-Soline qui a eu le 25 mars 2023 contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, qui a suivi une menace donc de dissolution, donc j'y reviendrai après, mais qui était une première en France, vu que c'est le premier mouvement écologiste qui est dissous. Mais ça, j'y reviendrai aussi dans le rapport à l'État, parce que cette menace de dissolution, elle témoigne aussi d'un certain rapport à l'État, que les soulèvements de la terre entretiennent avec l'État. Donc, au niveau des fondements politiques, c'est vraiment important de comprendre d'abord d'où ils partent. Donc, comme je l'ai dit, le point de départ des soulèvements, ce n'est vraiment pas le climat, à la différence peut-être des mouvements dont tu as parlé, mais c'est vraiment l'axe du foncier, donc de la terre. Pour les soulèvements de la terre, le climat, c'est une échelle de revendication trop large qui tend à adopter une posture un peu attentiste face au gouvernement. Et donc, c'est pour ça que leur prisme, c'est vraiment les luttes territoriales et paysannes déjà existantes. Donc, ça aussi, c'est très important de comprendre que les soulèvements de la terre, en tout cas pour l'instant, ne vont pas nécessairement mobiliser sur des nouvelles luttes, mais vont vraiment partir à partir de luttes qui existent déjà. Et surtout dans une réflexion de l'usage de la terre, donc l'usage de la terre paysanne. Et leur point de départ, c'est aussi une réflexion autour du fait que là, il y a de plus en plus de paysans et paysannes en France qui vont partir à la retraite et qui vont du coup laisser aussi des terres disponibles et qui sont menacés aussi de récupération par le privé. Donc, comment faire pour conserver aussi ces terres qui vont être libérées afin de continuer en fait une paysannerie plus respectueuse du vivant. Le fait de partir vraiment de ces luttes locales pour les soulèvements de la terre, ça permet pour eux ensuite de monter en généralisation et de parler plus globalement de la destruction du vivant. Donc ça, on peut prendre vraiment l'exemple de ce qui se passe avec la lutte contre les méga-bassines. Donc c'est vraiment parti d'une lutte locale qui était autour de laquelle se mobilisaient notamment Bassines Non Merci. En 2021, les soulèvements de la terre sont venus s'associer avec BNM pour faire... pour donner de la visibilité à la lutte et la renforcer, avec la Confédération paysanne également, mais j'y reviendrai. Et de plus en plus, en fait, on ne parle plus juste des méga-bassines, mais on parle de la question de l'eau, de l'accaparement et de la privatisation de l'eau. Donc, on voit bien qu'il y a un effort quand même de partir de la lutte locale, mais ensuite de monter en généralisation pour voir aussi comment un problème, donc pas climatique, mais du coup relatif au vivant, peut quand même monter en généralisation. Donc, cet axe du foncier, en fait, pour les soulèvements de la terre, leur permet de réfléchir à la manière dont on peut reprendre et défendre des terres menacées, d'accaparement et d'artificialisation. Donc ça, c'est vraiment deux termes très importants pour les soulèvements de la terre. C'est vraiment autour de ces questions qui se mobilisent, dans les questions d'accaparement des terres et d'artificialisation. Donc, c'est leurs deux axes principaux. Et ce sont des luttes en général qui s'articulent contre l'urbanisation, l'extractivisme et l'agro-industrie. Et pour eux, ces trois pôles, en fait, sont vraiment à la croisée de trois enjeux. Donc, évidemment, des enjeux écologiques, de par les ravages et les dégradations que ces phénomènes provoquent. Des enjeux sociaux, notamment à cause de la disparition des terres nourricières, de la dépossession d'espaces non capitalistes, et aussi des enjeux coloniaux, de par toujours la présence de pillage des colonies des pays du Sud. Donc, sous-jacent à toute cette réflexion se pose vraiment la question de reprendre les terres pour un usage commun.
Donc ça aussi, c'est important parce que ça va cadrer en fait la manière dont les soulèvements vont passer leurs actions, les stratégies de communication, etc. Et d'ailleurs, je pense que vous avez tous et toutes en tête le logo des soulèvements de la Terre, mais dans le domaine de l'électrotechnique, ce logo représente une connexion à la Terre où un circuit électrique décharge une charge supplémentaire dans la Terre avant qu'il ne soit court-circuité. Donc il y a vraiment ce discours en fait et cette image qui se construit autour de ce lien à la Terre. Et donc, toute cette symbolique, en fait, autour de cette Terre, elle se matérialise aussi à travers le slogan qui est souvent utilisé par les soulèvements de la Terre, qui est « Nous sommes la nature qui se défend ». Et ça qui témoigne aussi d'une conceptualisation de l'écologie, donc non dualiste. Donc là, c'est vraiment cette idée, et peut-être c'est ça qui est nouveau, si on peut parler de nouveauté dans la conception de l'écologie, qui sort encore une fois de la question climatique et qui va vraiment parler du vivant dans son ensemble. Et là, c'est très inspiré des philosophies de Philippe Descola, Baptiste Morisot, Isabelle Stengers, même Bruno Latour, etc., qui visent justement à défaire en fait la distinction entre nature, culture, humain, non humain, etc., mais vraiment de considérer en fait en tout où l'humain n'existe pas du tout en dehors de la nature. Et donc, voilà, si on vise à protéger la nature, de fait, l'humain est englobé dans cette pensée. Donc concrètement, par exemple, au niveau des actions, cette écologie, elle se lie aussi dans les actions. Donc je peux citer par exemple une action lors de la saison 2. Il y a eu, alors oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais les soulèvements de la Terre fonctionnent, donc ils organisent des saisons sur 6 mois avec des différents actes d'action. Et les actes d'action en général se déroulent sur un week-end. Et donc, lors de la saison 2, il y a 600 personnes qui ont défriché et occupé plus de 2 hectares de vignes en friche afin d'installer de nouveaux vignerons pour réhabiliter en fait ces terres-là. Donc, on voit bien qu'il y a aussi toute cette idée de considérer l'usage de la terre et aussi de réintégrer l'humain dans cette conception de la terre. Donc, comment l'humain peut interagir d'une certaine manière avec le vivant. Donc, toute cette conception et ces fondements politiques amènent donc à ce point de départ selon lequel il n'y a pas de transition écologique possible. Donc, il y a vraiment ce rejet aussi de cette expression pour agir directement sur les situations. Et cela se fait par des gestes impactants et des formes d'intervention pour avoir prise sur la situation. Et pour cela, il y a 3 modalités d'action qui sont mobilisées par les soulèvements de la Terre, qui sont les occupations, les blocages et les désarmements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont pas parler de sabotage, en fait. Ils parlent vraiment de désarmement. Donc, les occupations ou les actions qui appuient des occupations liées aux accaparements des terres consistent à investir, en fait, des zones humides, des prairies, des forêts ou des terres menacées en vue de les mettre en culture, de faire des installations, des jeux. Donc, par exemple, dans une de leurs dernières actions, ils ont fait une ZAD pour enfants dans une forêt qui était menacée de déforestation contre la construction d'une autoroute. Donc, une occupation vise aussi pas seulement à occuper de manière un peu attentiste, une fois de plus, le territoire, mais de créer aussi quelque chose de nouveau sur cet espace-là. Donc ça, c'est pour la première modalité d'action. La deuxième modalité d'action, c'est les blocages. Donc la suspension plus ou moins longue d'un projet afin de stopper des chantiers. Donc ça, on l'a vu beaucoup autour de la mobilisation contre la ligne Lyon-Turin, qui fait en collaboration avec le mouvement Notave italien. Donc là, il y a toute cette idée de bloquer un chantier, même si par ailleurs, la mobilisation du 17 juin dernier qu'il y a eu contre le Lyon-Turin s'est révélée assez problématique. On pourrait revenir, mais voilà, finalement, ça n'a pas eu. On n'a pas réussi à bloquer comme ils le voulaient le chantier pour différentes raisons.
Et ensuite, les désarmements, donc, qui est différent un peu du sabotage. Le désarmement, ça vise vraiment à neutraliser des infrastructures, donc à les rendre vraiment inopérantes. Donc, contre les méga-bassines, il y a eu plusieurs actes de désarmement, notamment des tuyaux qui relient la bassine aux nappes phréatiques qui ont été brisés et donc qui rend inopérante la bassine. Donc, il y a vraiment cette idée de neutraliser. Puis, on peut penser aussi, donc ça, c'est pas nécessairement une action qui a été organisée par les soulèvements, mais elle a été relayée. On parle au blocage du site de Lafarge de Bouc-Bélair en 2020, il y a un an, en décembre. Donc voilà, toute cette idée vraiment de blocage. Et là, pareil, en fait, la question de la non-violence et de la violence ne se pose pas pour les soulèvements de la terre, dans le sens où, il y a un rejet total de la non-violence, il me semble, mais en même temps, il n'y a pas une fétichisation de la violence, dans le sens où l'objectif premier, c'est de s'attaquer à des objets et non à des personnes. Et de plus, ces typologies et ces cadres d'action, elles visent à reprendre aussi des répertoires d'action issus des luttes paysannes que j'avais mentionné tout à l'heure. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de faire des manifestations qu'ils appellent impactantes, parce qu'évidemment, il y a des manifestations qui sont organisées, mais toujours avec ces trois modalités d'action. Et pour les soulèvements de la terre, en fait, le fait que ces modalités d'action amènent à de la violence, qui vient plutôt du pouvoir, en fait, du pouvoir policier, etc., sont le signe aussi que à ce moment-là, nous sommes au bon endroit et que ça témoigne aussi d'un état qui est un peu dépassé par les événements. Donc, est-ce que je parle trop? Non, tu as encore 5 minutes. Ah bon? Ah mince. Ok, bon, je vais accélérer alors. Alors, 5 minutes? Ok. Non, parce que j'ai tout à dire encore. Ok. Autre chose que je voulais parler aussi, alors oui, il y a ces 3 points, occupation, désarmement et blocage, mais ce dont on entend peut-être moins parler, c'est la question du soin au sein des soulèvements de la terre. Donc, pour vous expliquer un peu, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à des actes des soulèvements de la terre, mais alors comment ça se passe, c'est qu'il y a un week-end de mobilisation où il n'y a pas juste la manifestation ou les actions de désarmement, blocage ou occupation. Il y a aussi tout un campement en fait qui se met en place, au sein duquel il va y avoir des conférences, des concerts, une intercantine à prix libre, un campement aussi pour accueillir les personnes qui se présentent. Et tout ce campement, il est vraiment fondé, et aussi toute la manifestation et les actions, sur le soin. Par exemple, si en amont, il va y avoir toute une équipe médique qui va se mettre en place, une legal team aussi qui se mobilise, des équipes de veille contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, il y a vraiment cette volonté de prendre soin, en fait, des personnes qui sont présentes aux actes, et aussi de les protéger face à la répression. Et ça, c'est aussi une manière pour les soulèvements de la terre de réagir en fait à la répression qui est de plus en plus importante. Mais ça, c'est très peu souvent médiatisé. Et dans le cadre de Sainte-Soline, on a vu beaucoup les violences, etc. Mais en amont de Sainte-Soline, il y a eu vraiment une forme de vie particulière qui s'est mis en place, et ça c'est très intéressant en fait, et ça met en confiance aussi pour créer encore une fois cette idée de lutte commune. Bon, je vais un peu accélérer du coup. Un autre point dont je voulais parler, qui est quand même hyper important dans les soulèvements de la terre, c'est la logique de composition sur lequel les soulèvements se reposent. Les compositions avec différents alliés. Donc le principal allié des soulèvements de la terre, c'est la Confédération paysanne, qui est le syndicat, un des principaux syndicats en France. Il y a d'autres alliés, notamment les naturalistes des terres. Donc c'est un collectif de naturalistes qui réfléchissent à une manière différente d'agir sur le vivant. Et par exemple, dans une autre action qu'il y avait eu, il y avait eu plusieurs actions des naturalistes auprès des arbres,
contre justement une déforestation. Donc il y a vraiment cette volonté aussi, et ça je trouve que ça fait écho beaucoup à leur conception de l'écologie, pour rassembler en fait un ensemble de personnes qui vont réfléchir à la manière dont on peut agir sur les situations de différentes manières, en prenant en considération encore une fois le vivant. Donc cette idée de composition, c'est pas du tout une absorption des collectifs en lutte par les soulèvements de la terre, mais c'est vraiment une manière de composer avec les différentes manières de lutter. Et ce qu'apporte la composition, c'est beaucoup des connaissances du terrain, parce que les collectifs citoyens qui luttent sur place, ils ont une connaissance très fine du terrain, il y a une capacité offensive, une conviction de la population, des collectifs souvent qui ont déjà fait des recours juridiques, donc qui ont pu faire avancer la lutte. Voilà. Et cette logique de composition, aujourd'hui, elle se complexifie. Donc, suite à la dissolution, il y a eu plus de 200 comités locaux qui se sont créés partout en France, aussi en Belgique et en Suisse. Et donc là, la logique de composition, voilà, il y a aussi une complexification de la lutte. Et ça, alors je ne sais pas à quel point j'aurai le temps d'en parler, mais il y a aussi un nouvel enjeu là à réfléchir. Donc cette composition qui, pour les soulèvements, donc en discutant avec certaines personnes, m'ont dit en fait que c'est vraiment une sorte de manière de s'empuissanter, donc d'être plus puissant, et en fait de construire une stratégie ensemble, parce que du coup il va y avoir un mélange en fait de différentes modalités d'action. Et cette logique de composition, elle témoigne aussi du rapport à l'état des soulèvements de la terre. Donc voilà, issu de la ZAD, inspiré par l'autonomie et l'autodétermination, les soulèvements de la terre sont complètement à l'extérieur des frontières de l'État et refusent toute négociation avec l'État. Il y a vraiment une volonté finalement de forcer l'État à agir en intensifiant le rapport de force. Donc c'est pour ça que les compositions, elles ne sont pas faites avec le monde politique. Donc il y a très peu en fait d'alliés, élus, etc. Même si bon, les pouvoirs politiques, enfin certains partis politiques reprennent toujours un peu les luttes et ont tendance à les relayer, ce qui est très bien par ailleurs, mais c'est pas un objectif des soulèvements de la terre de créer vraiment des alliances avec le politique. Il y a vraiment un rejet en fait de ça, et je crois que ça aussi, le fait que les soulèvements de la terre ont été menacés de dissolution, donc dissolution aujourd'hui qui est suspendue, c'est aussi la preuve du coup de ce rapport à l'État particulier, où face à ce mouvement en fait qui refuse l'État, qui crée aussi aujourd'hui toute cette espèce de nébuleuse avec l'ensemble des comités locaux, comment l'État réagit? L'État du coup il se militarise, il est de plus en plus violent, avec une surveillance policière de plus en plus intense et grave en fait. Je vous invite à lire un reportage notamment qui a été écrit sur la revue Lundi Matin, qui témoigne en fait du fait que c'est vraiment la section anti-terroriste en France qui s'occupe des militants écologiques aujourd'hui. Donc il y a vraiment une surveillance aussi qui émane, je crois, de cette cristallisation en fait et cette confrontation entre deux récits. Le récit justement d'une écologie qui vise à défendre le vivant et à agir aussi sur les situations avec une série en fait de gestes impactants, et un récit finalement un peu plus d'écologie peut-être un peu plus traditionnelle, où on est plus dans l'attentisme et dans le réformisme. Donc je vais peut-être un peu conclure. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit. Clair. Donc je vais vraiment revenir sur donc ce que ça peut apporter de novateur aussi, les soulèvements de la terre, c'est vraiment cette logique de composition. Moi je trouve que c'est vraiment très intéressant, composé avec une multitude de collectifs, composé avec des modes d'action, composé aussi avec la créativité face à la répression et la violence policière, parce que pour le coup, je pense que, il n'y a pas de débat, il y a une violence policière. Peut-être, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Composé aussi avec cette création de formes de vie autonomes et en dehors de l'espace du marché capitaliste. Et voilà, et cette volonté en fait de créer tout en luttant et d'imaginant d'autres formes de vie. Et c'est pour ça que je trouve intéressant l'idée en fait de Christine Ross dans le livre Forme commune, où justement les soulèvements de la terre peuvent aussi s'apparenter à cette sorte de forme commune, c'est-à-dire un milieu où la lutte, elle devient aussi une manière de penser comment on habite le monde.
en recréant en fait une manière aussi de s'approprier les luttes et surtout de faire des luttes, une lutte profondément anticapitaliste et anti-système. Voilà, avec aussi cette conscience du soin, de l'attention aux autres et de créer vraiment cette culture commune de résistance qui accompagne en fait chaque acte. Par ailleurs, je conclurai quand même que, voilà, comme on l'a dit, ça reste un mouvement avec ses limites, notamment les limites sur les compositions qui restent que c'est très peu composé avec les minorités raciales et les classes populaires. Ça reste un mouvement très blanc et très intello avec voilà, une classe sociale assez privilégiée qui s'y mobilise. Et si un jour on veut parler d'une vraie fronde de lutte d'écologie radicale, si on suit aussi toutes les pensées de Fatima Wassak, etc., on sait que les vraies compositions, elles se feront quand les compositions se feront aussi avec les classes populaires, les classes les plus marginalisées. Donc je sais que c'est des réflexions qui sont en cours au sein des soulèvements de la Terre, mais ça reste quand même en suspens au niveau de ces questions-là. Voilà. Ben, merci de m'avoir écouté. Louise, je te donne la parole. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Fanny et Sophie pour vos interventions. Et vraiment désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. J'ai un petit garçon malade avec moi aujourd'hui, donc je reste ici et je m'excuse d'avance si je dois partir un petit peu plus tôt avant la fin de la séance. Donc je vais essayer de fournir peut-être juste quelques questions et quelques commentaires un peu transversaux à vos deux interventions. Encore merci beaucoup. Je vous ai déjà écouté, mais à chaque fois, je suis vraiment épatée par le niveau de détail et de complexité auquel vous arrivez. Et c'est vraiment fascinant de vous écouter parler de vos terrains empiriques. Je vais repartir sur la question d'abord de la nouveauté qui était posée en introduction par Brendan. Reparler un petit peu de la notion de radicalité que vous avez toutes les deux abordée et resituée. Parler de la matérialité, c'était aussi un des points évoqués par Brendan. Et enfin, une troisième petite série de commentaires sur le rapport à l'État, aux institutions, etc., en particulier dans le contexte de criminalisation et de répression croissante. Alors, au sujet de la nouveauté, je pense que vous avez toutes les deux super bien répondu à cette question, qui est en fait, il faut absolument resituer ça dans une perspective historique beaucoup plus large et toujours bien prendre en compte les autres formes de lutte et les anciennes formes de lutte dans lesquelles les mouvements que vous avez étudiés et qu'on étudie sont inscrits. Donc, je partage pleinement ça. Peut-être juste une petite nuance qui me paraissait peut-être intéressante sur l'idée de nouveauté. Est-ce qu'il n'y a quand même pas réellement quelque chose d'un petit peu nouveau qui s'est passé ces dernières années, en particulier depuis les années 2018-2019, avec l'arrivée des Gilets jaunes et des Jeunes pour le climat. Peut-être qu'on peut parler d'une forme de nouveauté plutôt subjective dans la politisation et la participation à certaines marches et certaines formes de mobilisation pour toute une série de personnes qui n'avaient peut-être jamais milité. Et c'est vrai que je pense peut-être dans les mouvements que vous avez étudiés, vous avez peut-être surtout côtoyé des personnes qui ont déjà un passé militant, qui ont une expérience militante peut-être déjà plus ancienne, mais c'est vrai que autant dans les Gilets jaunes que chez les Jeunes pour le climat, il y avait toute une série de personnes qui n'avaient jamais participé à une quelconque forme de manifestation. Donc peut-être que de ce point de vue-là, depuis 2018-2019, on assiste à une nouveauté, ne fût-ce que dans... alors oui, la sociologie est encore extrêmement homogène, c'est vrai, mais même dans cette sociologie blanche, privilégiée, éduquée, etc., il y a peut-être toute une série de nouvelles personnes qui se sont mises en mouvement, qui ont pris part à des mobilisations et qui ne l'avaient jamais fait avant. Voilà, ça c'était juste peut-être un petit point qui me paraissait important, même si je partage vraiment pleinement cette idée de contester l'exceptionnalité du moment et de absolument remettre ça dans une perspective historique. De la même manière, sur la notion de radicalité, j'avais noté déjà quelques questions que je voulais vous poser et en particulier, j'avais envie de vous entendre sur la manière dont la notion de radicalité était discutée au sein des mouvements et vous avez toutes les deux immédiatement répondu à ça dans vos introductions. Fanny, tu as parlé du mot grassroots, donc les militants, les militantes de N2G de refusaient en fait la catégorisation de radicalité et préféraient le mot grassroots. J'ai trouvé ça super intéressant. Et toi, Sophie, j'ai l'impression que tu as dit un petit peu la même chose, mais en disant que finalement, les militants, les militantes des soulèvements de la Terre préféraient s'auto-définir comme issus
de mouvements anarchistes autonomes. Donc, vous avez toutes les deux fait le lien avec l'anarchisme et je voulais peut-être simplement vous donner la possibilité d'en dire un petit peu plus parce que je pense que c'est un ensemble d'idées et d'idéologies dont on connaît relativement peu de choses finalement, enfin vous peut-être plus que la majorité d'entre nous, mais c'est vrai que c'est intéressant que toutes les deux vous avez atterri sur la notion, ou en tout cas sur l'origine des mouvements dans une tradition plutôt anarchiste autonome et je voulais peut-être vous inviter à en dire un petit peu plus et en particulier de se poser la question de si certaines idées anarchistes qui sont véhiculées au sein de ces mouvements peuvent être utiles au-delà des mouvements sociaux environnementaux finalement. Et est-ce qu'il y a une réflexivité au sein des mouvements par rapport à ça? Est-ce qu'il y a aussi une volonté peut-être d'étendre ces idées d'inspiration anarchiste à d'autres mouvements, à d'autres pans de la société, etc., qui sont peut-être encore eux dans une forme d'attentisme ou un tout autre rapport à l'État et aux institutions. Donc ça, c'était pour la notion de radicalité, mais je voulais à nouveau souligner que je partageais vraiment pleinement aussi votre point sur l'importance peut-être de tout à fait abandonner ce terme parce que dès qu'on parle de radicalité, on participe aussi à cette catégorisation, à cette labellisation de qui est radical, qui ne l'est pas, et on participe inconsciemment aussi à une forme de légitimation de ce qui est en train de se passer actuellement, qui est un glissement sémantique entre activisme environnemental, radicalité, écoterrorisme. Donc je pense que vous avez toutes les deux bien fait ça et je partage ça pleinement, qu'en fait le mot radicalité est truffé de relations de pouvoir, etc., qui sont les mêmes problématiques et dénoncées par les mouvements que vous étudiez et qu'on étudie. Sur la question de la matérialité et du matérialisme, je pense que vous en avez effectivement toutes les deux parlé de plein de manières différentes et en abordant ça avec plein d'angles d'attaque différents. Je voulais peut-être simplement revenir sur ce que Brendan posait en introduction, qui était finalement qu'il existerait encore une opposition relativement tenace entre des luttes qui se revendiqueraient plutôt comme attachées à des enjeux matérialistes socio-économiques versus des luttes environnementales qui seraient plutôt classiquement attachées à des enjeux de matérialité plus biophysique, géologique, etc. Je pense que vous avez toutes les deux bien souligné à quel point les mouvements que vous avez étudiés dépassent cette opposition, que ce soit via le cadrage de la justice climatique, Fanny, et ou au sein des soulèvements de la Terre, comme tu l'as expliqué, Sophie, à travers toute une série de dispositifs, que ce soit discursifs ou au niveau des pratiques. Je pense que c'était très, très clair dans la manière dont tu as expliqué ça, Sophie, en particulier la politisation du vivant et la tentative de dépasser toute une série d'oppositions. Néanmoins, je voulais peut-être vous entendre aussi un petit peu plus sur l'horizon anticapitaliste qui se dessine au sein des mouvements que vous avez étudiés et de ce qu'on peut en apprendre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je vous pose cette question-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une attente assez gigantesque un peu partout dans la société pour des indices de ce à quoi pourrait ressembler une société post-capitaliste. Alors évidemment, il y a plein de penseurs, il y a plein de bouquins qui ont écrit des choses là-dessus, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans la société aujourd'hui qui sont aussi dans une forme de critique capitaliste, mais sans vraiment savoir à quoi ça pourrait ressembler et comment l'articuler. Donc je voulais peut-être vous inviter à détailler ça un tout petit peu plus et voir si à quel point c'est articulé aussi dans les mouvements que vous avez étudiés. Je sais qu'il y a un ouvrage que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui a été, je pense, aussi repris en partie par les soulèvements de la Terre, Nous ne sommes pas seuls, de Léna Ballot et Antoine Chopeau, qui parle très très bien de ça, du dépassement de cette opposition, et qui atterrissent en conclusion sur une sorte de communisme du vivant, etc. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vraiment, par exemple, l'identification avec d'autres idéologies très explicitement anticapitalistes, comme le communisme, par exemple, est-ce que c'est dit, est-ce que c'est articulé au sein des mouvements ou pas du tout? Ou est-ce qu'on est plutôt vraiment sur une ligne anarchiste? Enfin, voilà, je voulais peut-être vous inviter à parler un petit peu de ça également. Et enfin, troisième point qui est donc le rapport à l'État et aux institutions. Clairement, les mouvements que vous avez étudiés, ils sont, comme vous l'avez très bien expliqué, dans une contestation très forte et donc plus vraiment dans une position d'attente
des institutions politiques. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner, parce que ça contraste très fort avec d'autres mouvements environnementaux qui ont été, par exemple, dans les dernières années, mais aussi plus historiquement, plus dans un rapport, effectivement, d'attente, plus de plaidoyer vis-à-vis du politique, de ce que les représentants et les représentantes devraient finalement fournir comme outil et comme solution. Or, les mouvements que vous avez étudiés ne sont plus du tout dans cette attente. Là où moi, je m'interroge personnellement, et je n'ai pas du tout la réponse, c'est pour ça que je vous la pose, c'est dans quelle mesure, même en étant en dehors de toute logique étatiste, etc., même en attendant plus rien, finalement, le jeu qui est en train de se... Enfin, c'est pas vraiment un jeu, désolé pour ce mot, mais le rapport qui est en train de s'installer pour l'instant entre action et répression, finalement, s'inscrit aussi dans une logique où l'État gagne. L'État est plus fort, il se militarise, il réprime, il criminalise, il surveille, il a des outils de surveillance maintenant d'une étendue colossale. Et comment sortir de ça, en fait? Comment sortir de la temporalité qui est, pour l'instant, aussi reprise par l'État et qui impose et qui réprime et qui surveille et qui criminalise. Voilà, ça, c'est vraiment une question que je me pose, où même les mouvements qui sont vraiment dans une posture anti-étatiste se retrouvent coincés dans une temporalité étatiste institutionnelle, malgré eux, quoi. Voilà, je sais pas s'il y a vraiment une réponse à ça, mais peut-être que vous avez des pistes sur ce terrain-là. Merci encore. J'espère que ça pourra alimenter en tout cas la discussion. Je vais m'arrêter là, comme ça, d'autres questions seront aussi possibles. Merci encore à toutes les deux. Merci, Louise.